Une étonnante histoire de famille? Des lois qui interdisent de porter des bijoux en or? Un mystérieux t-shirt identique? Bonjour à tous et bienvenue à Roanne pour ce 8e et dernier épisode des Booktubes du patrimoine. Aujourd'hui, nous sommes dans une bibliothèque assez étonnante puisqu'elle conserve entre autres de magnifiques nuanciers qui nous rappellent le passé textile de la ville. Aujourd'hui, attachez vos ceintures parce qu'on va parler de la mode. Générique. Que pensez-vous du livre de poche? Beaucoup de mal. Pourquoi? Parce que ça a fait lire un tas de gens qui n'avaient pas besoin de lire finalement. Et d'un seul coup, ils se sont retrouvés avec Sartre dans les mains. Roanne, c'est avant tout le bassin rouennais, une petite enclave au pied du Massif central sur le fil de la Loire. À l'est, les monts du Beaujolais. À l'ouest, les monts de la Madeleine. Au sud, Saint-Étienne. Au nord, Paris. Depuis plusieurs siècles, les villages de la plaine se sont consacrés au textile, et la carte de Roanne porte aujourd'hui les cicatrices d'un passé industriel très riche. Quand on se promène dans la ville, on tombe régulièrement nez à nez avec une vieille usine de textile en attente de démolition. Si nos t-shirts coûtent 5 € en grande surface, c'est parce qu'ils ne sont plus fabriqués ici. Ce destin tragique de l'industrie textile française, c'est aussi le signe d'une société qui change. Et on vous propose de l'appréhender par la littérature. Vous le savez peut-être, l'étymologie du mot tissu, c'est textus. Un peu comme si l'enchevêtrement des mots sur la page et des fils sur le métier à tisser avait une parenté secrète. Et si la littérature s'est toujours intéressée à la mode, c'est avant tout parce que tout vêtement est un discours, qu'il soit volontaire ou non. Quand ce minuscule bout de coton s'entrelace avec ses semblables, il devient un langage. En clair, quand je porte un costume cravate, ce n'est pas seulement pour me protéger contre le froid, c'est aussi pour signifier mon identité et à minima mon statut social. Pour comprendre ça, ouvrons un peu les vieux livres. Dans la littérature du Moyen-Âge, on est sans cesse frappé par la place importante qu'occupe le vêtement. Par exemple, dans Guillaume de Dole de Jean Renard, les atours des personnages sont minutieusement décrits à un point qui aujourd'hui paraîtrait stupéfiant. Ça s'explique par le fait que dans l'immense majorité de cette littérature chevaleresque, l'habit, c'est l'homme. Son vêtement révèle ce qu'il est, il faut donc le décrire dans sa totalité. Je suis ce que je semble. En somme, le noble, le beau et le bon ne font qu'un. Quant au méchant, ça transpire tellement de tout son corps qu'on le reconnaît à 100 mètres de distance. Bien entendu, dans la réalité, cet ordre n'est pas aussi rigoureusement respecté. À partir de la Renaissance, les bourgeois s'enrichissent. Et ils ont de plus en plus la prétention de porter des vêtements très luxueux. Ils ne sont pas nobles, mais ils osent s'habiller comme des nobles. Face à ce brouillage social, à ce désordre symbolique dans la hiérarchie sociale et morale, la réponse ne se fait pas attendre. Les rois ont recours à ce qu'on appellera les lois somptuaires, qui réglementent l'habillement. Selon votre statut, vous aurez le droit de porter ceci, mais pas cela. La soie, le velours, les fils d'or et d'argent, la longueur des chaussures, tout est codifié. Officiellement, les lois somptuaires cherchent à restreindre les dépenses de ceux qui n'en ont pas les moyens. Officieusement, il s'agit bien évidemment de clarifier l'ordre social dans un monde où les vêtements font office de carte d'identité. Le problème des lois somptuaires, c'est qu'elles atteignent rarement leur objectif. En réservant certaines étoffes à l'aristocratie, elles donnent encore plus envie aux bourgeois de les porter. En clair, les bourgeois préfèrent payer des amendes plutôt que de ranger leurs robes rouges au placard. Alors, l'aristocratie va se distinguer autrement, avec une certaine éducation, un certain savoir-vivre, une certaine façon de s'exprimer, de se comporter en société. C'est quelque chose qui, contrairement aux vêtements, résiste mieux à la contrefaçon. Ainsi, à la cour, on rit avec Molière du bourgeois qui veut devenir gentilhomme. En attendant, à Roanne, on fabrique les costumes de soie qu'on s'arrache dans tout Paris. La Révolution française apporte deux changements majeurs. D'abord, elle met fin aux privilèges de l'Ancien Régime, fichant par terre un ordre social pluriséculaire. Ensuite, elle réoriente les lois somptuaires en donnant à chacun le droit de s'habiller comme il le désire, mais toujours selon son sexe. Le début du 19e siècle est donc une période où il est de plus en plus difficile de juger une personne en un seul coup d'œil. Par ses vêtements, chacun arbore un CV maquillé. En effet, une grande partie de la noblesse a immigré, les immenses biens du clergé ont été rachetés par des bourgeois, et d'anciens révolutionnaires ont été faits maréchaux d'empire par Napoléon. Plus tard, sous la monarchie de Juillet du très libéral Louis-Philippe, les fortunes se font et se défont dans une société capitaliste qui inspirera les travaux de Karl Marx. Dans ce contexte, comment savoir si votre voisin est un nouveau riche?
La littérature se donne donc pour mission d'explorer et de cartographier ce nouveau monde. En clair, la hantise des uns est devenue la passion des autres. Balzac déclare ainsi dans l'avant-propos de sa Comédie humaine qu'il ambitionne d'être le zoologiste de la société française, pour classer les espèces comme les savants de son époque et faire concurrence à l'état civil. Eugène Sue, dans Les Mystères de Paris, préfigure les écrivains naturalistes en visitant les bas-fonds de la capitale pour en dresser un compte-rendu fidèle. C'est aussi le début des grandes enquêtes sociologiques sur la situation des classes laborieuses. Autrement dit, l'âge d'or du roman correspond à ce grand carnaval qu'est le 19e siècle, où n'importe qui peut se grémir en prince. N'importe qui? Pas vraiment. En réalité, celui qui ose outrepasser sa condition encourt toujours une sanction. On la décèle à chaque ligne dans la comédie humaine. Derrière chaque mot de Bel-Ami, c'est le ridicule, qui peut surgir à tout moment et vous prendre à la gorge aux yeux de tous. Pour grimper, il ne suffit pas d'avoir de beaux vêtements. Il faut aussi, encore et toujours, savoir se comporter. En fait, le mécanisme de la consommation ostentatoire des bourgeois de l'époque était toujours insuffisant. On le voit bien aujourd'hui, celui qui se promène dans ma rue en Porsche aura beau faire vrombir son moteur, ça ne l'aidera pas à intégrer la classe dominante. On retrouve une des grandes idées de Pierre Bourdieu, la hiérarchie des classes n'est pas qu'une affaire d'argent. Le rêve de distinction ne passe aujourd'hui plus vraiment par l'extravagance du vêtement. C'est difficile de faire des généralités sur sa propre époque, mais il semblerait que désormais, on s'attache moins au tissu qu'à la marque d'un t-shirt. À Roanne, en tout cas, ce n'est pas en le portant, mais en le fabriquant que le textile aura été un vecteur d'ascension sociale. Les carnets que nous avons sous les yeux sont ceux que Jean-Marie Bourbon, contremaître à la fin du 19e, a laissés à son fils, Antonin, devenu styliste au début du 20e. La rupture est donc bien visible. Tandis que les usines sont parties à l'étranger, les cours de tissage, eux, ont été donnés à la médiathèque. Et voilà, c'est sur cette note joyeuse que se termine le dernier épisode de notre saison des Booktubes du patrimoine. On voudrait remercier l'équipe de l'association Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture qui nous a permis d'aller découvrir les fonds rares des médiathèques de la région. Ça nous a donné l'occasion de parler de sujets qu'on n'aurait pas forcément abordés et on espère que cette collaboration vous a plu. La suite de l'aventure, c'est sur leur site Lecture à Plus que vous la trouverez. En attendant, n'oubliez pas que cette chaîne vit essentiellement du mécénat, alors si vous aimez l'émission, eh bien vous pouvez nous soutenir sur Tipeee. A bientôt pour la prochaine vidéo qui sortira en janvier.